Bonjour, je suis Philippe Hiverniot de Business France. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont on peut utiliser le dialogue, public-investisseur, pour développer une stratégie, d'image et d'attractivité auprès des investisseurs étrangers. Un petit rappel sur, qui est Business France, hein. Nous sommes l'agence publique en charge de la promotion des investissements étrangers et nous avons dans ce cadre une mission, spécifique, de développement de l'image, et notamment de l'image économique de la France auprès, des investisseurs étrangers. Nous rencontrons un peu plus de 6 000 entreprises, par an, donc investisseurs étrangers, dont 50 au titre de l'aftercare, c'est-à-dire avec des investisseurs déjà présents sur le territoire national. La stratégie image que nous développons, comprend, un certain nombre de volets, dont, je rappellerai, 2 points importants ici. Les campagnes de communication, que l'on mène de façon, régulière. Dans un passé récent, il y a eu la campagne Say Oui to Innovation, Say Oui to France, dans les années 2015 et une campagne plus récente sur Creative France. Puis je rappellerai également la campagne French Tech, qui a commencé également il y a 5-6 ans. Nous organisons également tous les ans 2 événements phares qui sont pour nous les, événements, importants, de création de visibilité auprès des investisseurs et notamment des grands groupes, grands investisseurs étrangers. C'est le sommet, Choose France, qui est organisé tous les ans en début d'année à Versailles, donc autour du président de la République, avec la présence de 150, investisseurs étrangers à peu près et 150 entreprises françaises, donc qui est une grande occasion de communication et d'échanges, entre entreprises. Ce sommet existe depuis maintenant 3 ans. Et également, la participation au World Economic Forum de Davos, qui est un rendez-vous auquel nous rendons tous les ans depuis 25 ans maintenant et qui est pour nous une occasion privilégiée, d'action, de contact, et de développement d'actions de visibilité, vis-à-vis, des grandes entreprises, des grands investisseurs étrangers et également des institutions internationales. Un petit mot sur ce qu'on entend par, dialogue public-investisseur, terme que je préfère employer plutôt que le terme aftercare qu'on emploie souvent, mais qui est peut-être un peu trop, réducteur, dans son, champ d'action. Le dialogue public-investisseur, couvre toutes les interactions que les acteurs publics, l'agence de promotion de l'investissement, mais aussi les autres acteurs nationaux ou régionaux, peuvent avoir avec les investisseurs présents sur le territoire. Autour de 3 objectifs, pour 3 clients. Donc, premier objectif, centré sur le client investisseur qui est, d'assurer le bon développement de ses projets d'investissement sur le territoire et la satisfaction de cet investisseur. Donc, c'est ce qu'on appelle, proprement dit l'aftercare ou le service après décision. 2e objectif pour le client gouvernement, qui est de conseiller ce gouvernement, sur la politique d'attractivité, du pays, plaidoyer attractivité. Ça a été le sujet, de notre dernier webinaire et 3e, client ou 3e objectif, où là le client est plutôt l'agence de promotion, de l'investissement elle-même, c'est pour développer sa stratégie, d'image et de promotion des investissements, au travers, en s'alimentant, du dialogue public-investisseur. Ça va être le sujet, de notre présentation d'aujourd'hui. Alors, première question, c'est, quel est le rôle, de l'agence de promotion des investissements dans, ce cadre-là, notamment par rapport aux autres acteurs de l'écosystème? C'est un point que l'on verra et qu'il est important de bien avoir en tête, dans la mesure où effectivement l'investisseur présent sur le territoire a affaire, généralement à l'agence de promotion des investissements. C'est souvent d'ailleurs une de ses missions, mais pas toujours, hein, d'assurer ce travail d'aftercare, mais il y a également beaucoup d'autres acteurs publics, qui vont être amenés à intervenir auprès de l'investisseur. Donc un des enjeux importants de ce dialogue public-investisseur, c'est d'assurer une complémentarité des différentes démarches et aussi une cohérence vis-à-vis de l'investisseur, de façon à ce qu'il ait une impression, d'efficacité, de l'action publique, vis-à-vis, de lui. Hem Sur la base de l'expérience qu'on a développée à Business France, je voudrais vous présenter un petit peu la façon dont on, construit notre stratégie image en 7 étapes. Heu,
première étape, c'est de bien réfléchir au positionnement image quand on veut développer une stratégie. Quelle est l'image que notre pays, quels sont les points importants que l'on veut faire saillir, ce qui va nous amener, une fois qu'on aura défini ce positionnement, aux objectifs opérationnels que l'on veut fixer à cette stratégie image. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Objectifs mesurables. Et en fonction des objectifs, quels sont les messages que l'on souhaite faire passer pour pouvoir contribuer à la réalisation de ces objectifs. On arrivera ensuite à la question qui nous occupe aujourd'hui, quelle peut être la contribution des investisseurs présents et donc du dialogue que l'on va avoir avec eux pour alimenter cette stratégie et ces messages. Sur quel vecteur de communication, par le biais de quelle action collective ou individuelle, on pourra faire passer ces messages par les investisseurs. Et puis, dernier point, comment est-ce que l'on va, si je peux dire, collecter le matériau de communication, c'est-à-dire organiser la remontée d'informations depuis les investisseurs pour alimenter cette stratégie et ces messages que l'on veut développer. Donc, qui le fera et par quels moyens? Le dernier point, ce sera, une fois que tout cela aura été défini, d'organiser la mise en œuvre de cette stratégie autour d'un plan d'action annuel avec des objectifs quantifiés, mesurables, un certain nombre d'actions prévues et les moyens, que ce soit budgétaires ou en ressources humaines, de l'agence elle-même et de ses partenaires, pour s'assurer que l'on peut atteindre ces objectifs au travers des actions envisagées. Alors, pourquoi, est-ce qu'il est utile de faire appel, aux investisseurs, lorsque l'on veut développer notre stratégie, d'image, et de promotion du territoire? Bon, les réponses peuvent aller, de soi. Je vous rappellerai les 2 principales, pour nous, en tout cas. La première, c'est que, le dialogue avec l'investisseur va nous aider à définir les messages pertinents, qu'il faut développer. C'est effectivement ce sont les investisseurs qui, savent le mieux, ont, la meilleure évaluation de la perception du pays, que d'autres investisseurs peuvent avoir et des messages qu'il est important, de leur adresser, pour les attirer, et attirer leurs investissements sur le territoire. Le 2e rôle de l'investisseur, une fois que les messages auront été définis, ce sera bien sûr de nous aider à passer ces messages en utilisant leurs paroles au travers de témoignages, au travers de vidéos, au travers de success stories et cetera, on le verra plus tard, en partant du principe que la parole d'un investisseur vers un autre investisseur est plus crédible, que, la parole simplement de l'agence publique, dont, tout le monde sait qu'effectivement c'est notre job de dire du bien de notre pays. Lorsque c'est un investisseur présent dans le pays qui le dit, ça renforce la crédibilité du message. Un 3e point qu'il ne faut pas négliger, c'est que, impliquer les investisseurs dans ces stratégies, de communication, d'image, peut être aussi une façon de renforcer la relation, que l'on a, avec lui, en valorisant son rôle, en lui donnant aussi éventuellement à lui-même, à son entreprise ou à son investissement dans le pays, une certaine visibilité, qui peut, dans de nombreux cas, être très appréciée de l'investisseur. Alors, commençons par la première étape, le positionnement image. Comment, le détermine-t-on? Alors, on ne crée pas une image pour le plaisir de créer une image, elle doit être là pour, supporter, pour appuyer la stratégie de positionnement concurrentiel, que l'agence, développe a priori pour attirer des investissements étrangers. Comment se positionne-t-on? Sur les atouts du pays, les fondamentaux, les projets structurants, les grands investissements publics, et également, quelles sont les priorités de développement, quels sont les types de projets que l'on veut attirer et cetera. Enfin tout ça, c'est le positionnement concurrentiel que vous aurez, déterminé et la stratégie image sera bien là pour alimenter ce positionnement. Elle doit aussi tenir compte,
non seulement de l'objectif en quelque sorte, qui est lié à ce positionnement concurrentiel, mais aussi de l'état des lieux. C'est-à-dire quelle est l'image du pays et comment est-ce qu'on peut éventuellement, au travers des bons messages, faire passer auprès de l'investisseur une évolution de l'image actuelle qui peut avoir des points positifs, mais qui peut aussi être entaché d'un certain nombre de préjugés ou de stéréotypes négatifs, de positionnement également vis-à-vis des pays concurrents, donc de faire évoluer cette image vers l'image que l'on souhaite passer, d'une image plus attractive et plus positive pour les investisseurs. Donc tout ça, c'est le travail qui doit être fait pour aboutir à un positionnement image. Par exemple, là, je prends l'exemple de la campagne que l'on avait fait pour Creative France. Le positionnement, c'était de positionner notre pays, la France, comme un pays bien adapté pour des projets de recherche-développement, pour des projets qui sont liés à la créativité, etc. Ce qui nous a permis effectivement de développer ce message Creative France et ensuite derrière de construire les objectifs qu'on allait pouvoir mettre derrière. Alors avant de terminer de parler d'objectifs, il faut d'abord déterminer les cibles. Qui veut-on toucher par cette action de communication? Pour ce projet-là, Creative France, nos objectifs étaient les grands groupes étrangers, notamment dans le domaine tech, grands groupes, et dans une certaine mesure également les startups, notamment les startups à forte croissance, la diaspora, et notamment la diaspora universitaire, les chercheurs et les cadres français à l'étranger qui pouvaient être intéressés pour revenir développer des projets de recherche en France, et puis tout ce qui est relais, influenceurs, presse, think tank, voilà ce qu'étaient nos cibles. Ensuite, on a dû décliner ce positionnement image Creative France en objectifs concrets. Qu'est-ce que l'on vise? J'en cite deux ici. Le premier qui était de sortir de l'image France égale tourisme et gastronomie, mais pas business, qui est un stéréotype que l'on retrouvait notamment dans le feedback que nous donnaient certains investisseurs, pour passer à France égale recherche et développement, créativité. Donc, on part d'une image qui n'est pas forcément négative, qui est la France est très attractive, mais plus pour la qualité de vie, vers une image, la France est attractive pour la qualité du business qu'on peut y faire, notamment sur les aspects recherche, développement, créativité. Un deuxième objectif plus de moyens était dans cette campagne de valoriser les succès technologiques et leaders intellectuels de la France. Et c'est à partir de ces objectifs qu'on a développé la campagne de communication. En l'associant à des indicateurs d'objectifs, d'indicateurs de performance, alors SMART pour reprendre l'acronyme consacré, donc des indicateurs mesurables, pertinents par rapport aux objectifs et quantifiables. Donc j'en cite deux ici. Le premier, c'était le taux de reconnaissance, c'est-à-dire dans les enquêtes a posteriori qu'on faisait après la campagne, l'identification qui était faite par les investisseurs interrogés de la France à la notion de créativité et de terre de recherche et développement. Et puis un objectif plus concret pour nous, bien sûr, qui était le nombre de projets d'investissement en recherche et développement et dans le domaine tech en général, qui étaient générés, ou en tout cas que la campagne avait contribué à générer sur notre pays. Ayant ces messages, ayant ces objectifs, la question suivante était quel message va-t-on essayer de faire passer pour pouvoir atteindre ces objectifs? Il faut que ce soit des messages pratiques, adressés et ciblant précisément les investisseurs potentiels ou leurs relais d'opinion, think tank, influenceurs, et qui pourront être portés par des investisseurs présents en France. Alors là, j'en cite toujours à propos de cette campagne Creative France que l'on avait développée, 4 messages, il y en avait d'autres, mais 4 principaux messages. Premier message, la R&D bénéficie d'un environnement universitaire de première qualité en France. Deuxième message, les chercheurs ingénieurs français sont numéro 1 en Europe en termes de disponibilité à l'embauche, de productivité, de qualité. Un troisième message, le crédit impôt recherche
réduit considérablement le coût de la R&D en France, qui est un argument qui avait été testé auprès des investisseurs et qui effectivement est un argument qui faisait mouche, si on peut dire. Et puis un quatrième message, alors qui est plus général, pas forcément seulement sur la R&D, mais qui devait être porté également dans le cadre de cette campagne, qui était globalement que faire du business en France est plus facile qu'on ne croit en termes de formalités, de droit du travail, d'accès au marché, d'impôts et taxes, etc. Voilà, donc ces messages étant identifiés, on passait au quatrième point qui est comment les investisseurs pouvoir nous aider à passer ces investisseurs. Alors comme je le disais tout à l'heure, ils nous ont déjà aidés dans un premier point à élaborer ces messages et à identifier quels étaient les messages pertinents qu'il fallait passer, en nous faisant remonter les stéréotypes négatifs qu'ils pouvaient avoir sur le pays et qu'il fallait donc corriger. Et les points forts, par contre, qu'ils reconnaissaient, qui donc pouvaient être des points sur lesquels appuyer nos messages et sur lesquels on pourrait, bien entendu, leur demander de contribuer. Ensuite, évidemment, c'est dans le plan de communication, c'est de nous aider à passer ces messages au travers de divers types d'actions, des témoignages pratiques sur les expériences vécues de ces investisseurs, des success stories que l'on pouvait rédiger, Heu, des données concrètes sur les projets, pardon, excuse-moi. C'est moi, pardon. Tu oui, oui. Bah, attends, tu vas à côté là? Ouais. Bon, pardon. Excuse-moi, tu es toujours en ligne? Allô? Oui, je suis toujours en ligne. Je couperai cette partie. Tu peux continuer. Oh, attends, je reviens. J'en étais, je recommence à ce moment-là, à la 4. D'accord, je couperai, ne t'inquiète pas. Bon. Alors attends, je reviens, voilà. Quel message? Alors, donc, le quatrième point, c'est, une fois qu'on a déterminé ces messages, quelle peut être la contribution des investisseurs? Alors le premier, on l'a déjà vu, c'est, qu'ils nous ont aidés à déterminer quels étaient les messages, qu'il était pertinent de passer, en nous aidant à identifier, les préjugés ou les stéréotypes négatifs qu'ils pouvaient avoir, sur la France et les points forts, qu'ils reconnaissaient et qui pouvaient être donc, des points sur lesquels appuyer, les messages que l'on allait, vouloir passer. Le deuxième niveau ensuite, c'était, bien entendu, de faire passer ces messages en utilisant leurs témoignages directement. Alors témoignages pratiques sur leurs expériences vécues, des success stories, mais également, à ne pas négliger, d'alimenter, nos, argumentaires généraux en données concrètes sur les projets qu'ils avaient réalisés, au-delà des témoignages directs qu'ils pouvaient faire. Un point important, c'est dans tout cela, il est important de privilégier, quand on veut faire parler les investisseurs à d'autres investisseurs, des messages, spécifiques et qui soient démarquants. Alors, je voudrais, expliquer un petit peu ce que j'entends par là, en évoquant les limites, du témoignage d'investisseurs dans des campagnes de communication ou dans des campagnes images comme, on peut tous en mener. Alors la première limite, c'est que, ces témoignages d'investisseurs ont une portée limitée. Un investisseur qui parle de son expérience positive, sur, son pays, c'est bien, c'est un exemple, très intéressant et utile, mais, comme, le dit le dicton, on ne peut pas faire d'un exemple une généralité. Il y a beaucoup d'investisseurs, il y en a un qui est très content, mais qui nous dit qu'il n'y en a pas d'autres qui sont moins contents, voire qui sont, carrément mécontents. Donc, il faut faire attention à ne pas penser que le témoignage d'un investisseur vaut, forcément pour tous les investisseurs, possibles et ça, les investisseurs eux-mêmes en ont bien conscience. L'autre limite à laquelle, on est confronté est que la plupart de nos concurrents, autres pays, nos voisins, heu,
utilisent également ces témoignages d'investisseurs dans leur campagne. Donc finalement, on se retrouve avec des témoignages que l'on va devoir mettre face à face, parfois même venant des mêmes groupes, lorsque une grande entreprise a des sites présents dans plusieurs pays. Pour nous, par exemple, si on veut faire témoigner Toyota sur son investissement en France, mais qu'il témoigne également sur leurs investissements en Espagne ou en Angleterre, ça peut évidemment biaiser un petit peu le message. Et puis le dernier point auquel il faut faire attention, c'est que certains dirigeants d'entreprise sont réticents à participer à ces campagnes pour un pays donné, précisément souvent d'ailleurs parce qu'ils ont des investissements dans plusieurs pays et qu'ils ne veulent donc pas donner l'impression de favoriser un pays par rapport à un autre. Alors, tout ceci nous a amené à prendre un petit peu du recul sur cette question des témoignages des investisseurs, non pas en les écartant parce qu'encore une fois, ils sont extrêmement utiles, mais en faisant attention à ne pas tout baser sur les témoignages des investisseurs. Il faut trouver une sorte d'équilibre dans les messages que l'on va passer entre ce qu'on pourrait appeler l'émotionnel, le témoignage d'investisseur à investisseur, donc sur des témoignages qualitatifs, et le rationnel de passer des messages plus sur des faits, sur des données vérifiables qui vont donner de la substance à ces témoignages positifs. D'où l'idée de privilégier les messages spécifiques. Demander à un investisseur, par exemple, hein, de dire que le pays, il est très content de l'investissement dans le pays, ça s'est bien passé et il a une activité très profitable et très productive. C'est probablement vrai, il peut le dire de façon convaincante, mais ça ne donne pas d'informations très précises à un investisseur non encore présent dans le pays qui va dire oui mais ok mais ça j'ai d'autres investisseurs qui vont me dire la même chose du pays voisin. Si par contre il peut dire des choses beaucoup plus spécifiques, si par exemple un des messages à passer est que dans le pays il y a pas autant de grèves qu'on peut le penser vu de l'extérieur. Bon, je cite un exemple qui s'applique notamment à la France. Eh bien, si vous avez un investisseur qui peut dire je suis présent en France depuis maintenant 20 ans avec une usine de 300 personnes et je n'ai pas eu un seul jour de grève, c'est un fait, c'est quelque chose de concret qui va avoir plus de valeur qu'un témoignage plus général qui lui sera de beaucoup moindre portée. Alors, les vecteurs pour communiquer, il y en a plusieurs. J'en cite quelques-uns ici. Alors, les événements de haut niveau, qui sont réservés effectivement, qu'il ne faut pas renouveler trop souvent, mais ça peut être 1 ou 2 événements par an. J'ai mentionné pour nous le Choose France Summit et l'action sur le sommet de Davos. Ça peut être pour vous des conférences annuelles avec les investisseurs dans le pays ou à l'étranger. Et là, on cible un niveau très haut, que ce soit au niveau de l'État, président, des ministres et des investisseurs étrangers, des grands groupes, des grands patrons. Ça peut être des événements collectifs, disons de plus courants, participation à des conférences, à des séminaires, notamment en faisant intervenir, lorsque c'est possible, le patron, le CEO d'une entreprise étrangère, dans le cadre d'une conférence, par exemple, ou dans le cadre d'un séminaire que vous organisez ou qui est organisé par un tiers. Et puis dans tout ce qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans notre prospection ou sur nos sites web ou sur nos campagnes LinkedIn de tweets et autres, c'est les témoignages écrits ou témoignages vidéo, donc qu'on va utiliser ensuite dans les campagnes de communication et dans nos documents marketing. Il y a un dernier point que je mentionne parce qu'il est parfois un petit peu sous-estimé dans son intérêt, c'est également d'utiliser les investisseurs présents pour susciter un dialogue individuel avec des investisseurs non encore présents, mais qui sont porteurs d'un projet donné. Heu, si vous avez la possibilité, lorsque vous avez un investisseur qui réfléchit à investir dans votre pays, mais qui a certains points, sur lesquels il hésite, de lui proposer
un rendez-vous physique ou téléphonique avec un investisseur déjà présent pour parler de ce point précis, ça a un impact beaucoup plus important que tout ce que vous pourriez vous-même lui dire, hein. Je prends un exemple pour la France, par exemple, sur cette question du droit du travail, du dialogue social. Nous avions validé avec le DRH, le directeur des ressources humaines, d'un grand groupe américain qui était présent en France depuis une vingtaine d'années et qui était tout à fait d'accord pour apporter son témoignage, le fait que lorsqu'on avait un investisseur étranger qui s'intéressait à la France, mais qui se posait des questions sur le dialogue social, on lui disait, bah, écoutez, vous pouvez appeler monsieur X de la société américaine en question, voilà son numéro de téléphone, il sera ravi de vous parler de son expérience. Et cela avait évidemment beaucoup plus d'impact pour nous que de dire les mêmes choses nous-mêmes, mais venant d'une agence de promotion dont c'est le métier. Alors, comment est-ce qu'on va collecter tout ce matériau qu'on va ensuite utiliser pour les messages, les interventions en conférence, etc. Qui est en charge? Heu, Ça dépend de votre organisation, bien sûr. Ça peut être une équipe aftercare dédiée, dont le boulot est de rencontrer les investisseurs présents sur le territoire, pour, discuter avec eux de leurs projets et donc éventuellement, récolter leurs témoignages. Ça peut être aussi, dans certains cas, l'équipe communication. Ça peut être aussi, il ne faut pas l'oublier, les partenaires, vos partenaires au niveau régional, au niveau national, qui vont démultiplier pour vous les occasions de contact et l'identification de témoignages intéressants auprès de ces investisseurs présents, dans votre pays. Si vous voulez, lorsque nous, on voulait faire, par exemple, un témoignage sur, l'impact du crédit impôt recherche, on a interrogé nos partenaires, régionaux dans toutes les régions françaises en disant: on cherche quelques témoignages pertinents sur le sujet. Est-ce que vous avez des choses à nous faire remonter? Et nos partenaires régionaux, agences régionales de développement, étaient ravis de nous communiquer des exemples qui permettaient au passage de mettre en valeur leur région. Donc les partenaires sont très utiles pour la collecte d'informations sur ces messages à passer. Alors comment ensuite on va collecter ces informations? Et bien sûr, les entretiens directs avec les entreprises dans le cadre de notre action aftercare. Ça peut être parfois des entretiens ciblés pour l'action de marketing, mais en règle générale, ce seront plutôt au travers d'entretiens multi-objectifs où on va discuter à la fois de l'avancement du projet, des aspects attractivité et plaidoyer, et aussi des aspects témoignages, satisfaction et donc éventuellement participation à nos campagnes de communication. Ça peut être aussi au travers d'actions plus collectives comme les enquêtes de satisfaction qui permettent d'identifier des témoins potentiels ou des ateliers collectifs qu'on peut organiser dans le cadre des clubs entreprises ou par exemple, ou clubs sectoriels qu'on organise au bénéfice de nos investisseurs dans la région. Enfin, il ne faut pas oublier la veille presse, parce qu'on trouve toujours dans la presse, notamment dans les presses locales, des informations intéressantes qui peuvent remonter des entreprises présentes sur le territoire. Il ne reste plus, une fois qu'on a fait cela, qu'à construire son plan d'action image en se fixant des objectifs pour le plan d'action de l'année. Qu'est-ce qu'on veut exactement atteindre, les quantifier au travers de quelques indicateurs, d'identifier les actions pertinentes que l'on va pouvoir mener pour atteindre ces objectifs. Alors, soit des actions vraiment ciblées image ou des actions multi-objectifs, comme on l'a dit tout de suite. Et puis ensuite, une fois qu'on a construit ce plan d'action image, ce qu'on veut faire, quel type d'action on veut mener, de voir comment on va l'arrimer et la coordonner avec le plan de dialogue public investisseur qui est mené par ailleurs avec ces autres objectifs d'aftercare. Je rappelle le tableau qui avait été présenté au dernier séminaire. L'ensemble des actions que l'on peut mener dans le cadre du dialogue public investisseur ont généralement plusieurs objectifs potentiels, et donc l'idée est pour chaque type d'action que l'on va mener toujours de penser à quel résultat on peut obtenir et quel objectif il faut se fixer pour chacun des objectifs potentiels en aftercare, en plaidoyer ou en marketing image. Alors un exemple, par exemple, c'est quand vous préparez un guide d'entretien pour un entretien visuel, c'est dans les questions abordées toujours d'avoir les 3 rubriques, dont une rubrique
marketing, image. Est-ce que dans l'entretien que je vais avoir avec telle entreprise après-demain, il y a des sujets éventuellement d'image à aborder? Est-ce que ça peut être intéressant de savoir s'il acceptera de témoigner lors de notre prochaine conférence, notre prochaine campagne de communication, etc. De façon à pouvoir effectivement aborder le sujet lorsque vous serez en rendez-vous. Je passe rapidement là-dessus parce que ça avait déjà été évoqué au dernier séminaire. Bien sûr, le dialogue doit s'appuyer sur une base de données bien documentée sur les investisseurs présents et ensuite sur l'ensemble des actions qui ont été menées avec eux pour pouvoir bien suivre l'évolution de la relation avec chacun de ces investisseurs et s'appuyer sur une convention de partenariat avec les acteurs nationaux et locaux impliqués pour assurer la cohérence d'action avec l'ensemble des partenaires. Et dernier point, il faut évidemment que vous vous assuriez que vous avez bien les moyens humains et budgétaires pour mener toutes les actions et atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Alors, je terminerai par quelques exemples d'objectifs que l'on peut fixer en termes d'image pour le dialogue public-investisseur, donc pris de l'exemple de Business France. Alors, premier indicateur très simple qui est le nombre de rendez-vous individuels réalisés avec des investisseurs faisant remonter des contributions d'investisseurs à l'action de communication image, des success stories, des points positifs qu'on va pouvoir valoriser dans des arguments marketing, etc. Le autre indicateur, c'est le nombre de thèmes de communication et de messages cibles pour lesquels un témoignage utilisable a été recueilli. Si vous avez un certain nombre de thèmes et que vous voulez que ces thèmes soient supportés par des messages d'investisseurs, eh bien là, effectivement, il faut que vous organisiez pour que sur chaque thème, vous identifiez un investisseur qui va pouvoir apporter le bon témoignage. Alors, les thèmes, ça peut être par exemple, il y a la question de la qualité de la main-d'œuvre, il y a la question de la fiscalité, il y a la question de la qualité des infrastructures ou des communications. Et bien voilà, sur chacun de ces 4 thèmes, je voudrais avoir cette année 1 ou 2 témoignages de mes investisseurs. Troisième exemple d'indicateur, c'est le nombre de témoignages d'investisseurs réalisés et mis en ligne. Là, on est directement dans la production. Le nombre d'interventions d'investisseurs sur leur expérience du pays à des événements internationaux. Et dernier exemple d'indicateur, c'est le taux de satisfaction des investisseurs sur leur participation à la valorisation de l'image des pays. Donc, est-ce que, au-delà de la pertinence des messages qu'ils ont passés, est-ce qu'eux-mêmes se sont sentis valorisés par la participation qu'ils ont fournie à ces actions de communication? Voilà, en conclusion, je terminerai par 3 points pour résumer tout cela. Alors, le premier point, c'est qu'effectivement, la contribution des investisseurs à la mission de communication sur l'image du pays est importante et elle a 2 fonctions principales, c'est d'aider à la définition des objectifs et messages et ensuite de porter ces messages vers les collègues investisseurs. Deuxième point important, c'est que les témoignages qualitatifs qu'ils vont pouvoir apporter, ces témoignages sont essentiels dans la stratégie de communication image, mais ils doivent être bien ciblés sur des messages démarquants et complétés par des approches plus quantitatives avec des données vérifiables, et des données effets vérifiables. Le troisième point, c'est que cette contribution du dialogue public-investisseur au plan de communication et à la stratégie d'image ne doit pas être laissée finalement au bon vouloir ou au hasard de vos actions. Elle doit être vraiment planifiée et intégrée dans un plan d'action annuel avec des objectifs quantitatifs mesurables, un plan d'action détaillé et une mesure d'indicateur clé avec donc les moyens en ressources humaines et en budget nécessaires pour mener ce plan d'action. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez.